Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 12e webinaire consacré aujourd'hui à l'actualité sociale de l'automne. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Mounira. Bonjour. Qui a brillamment réussi son mémoire de stage et a obtenu d'excellentes notes. Donc, bravo Mounira. Comme tous les mois, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le document qui est actuellement sur la plateforme. Là, encore une fois, on ne change pas les habitudes. À l'issue de la présentation, on répondra à quelques questions. On répondra aux autres par mail comme on le fait d'habitude. Donc, n'hésitez pas. J'espère que tout le monde nous voit bien, tout le monde nous entend bien. Je vais juste couper la caméra pour qu'on puisse vous présenter le support. Et puis voilà, à tout de suite. Au sommaire de ce webinaire aujourd'hui, un point sur l'activité partielle et les dernières précisions réglementaires. Le Covid-19, les dernières mesures sanitaires en place et probablement encore à venir. Un petit point sur la formation, l'entretien professionnel et les ex-droits à DIF. L'aide à l'embauche d'un travailleur handicapé et on fera un petit point rapide sur les autres aides que nous avons déjà abordées longuement le mois dernier. Mounira traitera de la dématérialisation obligatoire du taux AT-MP, les congés familiaux, le congé de deuil, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé paternité. Et enfin, un petit point jurisprudence sur 2 arrêts de la Chambre sociale. Donc, on va pouvoir, je vérifie que tout est parfait. Images et son, OK, allons-y. Alors, s'agissant de l'activité partielle et des dernières précisions réglementaires, alors, pour mémoire, on a un décret du 29 septembre 2020 qui est venu retoucher certains points applicables à l'APLD. Un point non négligeable, sur le montant des allocations d'APLD, la suppression de la baisse du taux d'allocation qui était envisagée pour intervenir au 1er octobre 2020, puisque je vous rappelle qu'initialement, tous les accords qui auraient été déposés avant le 1er octobre 2020 pouvaient se voir appliquer un taux d'allocation pour l'employeur de 60% de la rémunération horaire brute. Et pour tous les autres, le taux qui était envisagé, c'était une réduction à 56%. Eh bien, ce décret acte finalement la suppression de la baisse et que, quelles que soient les circonstances, la date de dépôt, le taux de l'allocation qui sera versé à l'employeur sera de 60%. Autre retouche, les sanctions en cas de non-respect des engagements, puisqu'effectivement, le décret est venu préciser un point qui posait beaucoup d'interrogations, c'est sur la limitation des cas d'exigibilité de remboursement des allocations versées dans le cadre de l'APLD. En gros, on sait que c'est limité aux ruptures pour motif économique, mais le remboursement des allocations versées ne sera plus exigible en cas de rupture du contrat de travail pour motif éco qui ne se matérialiserait pas par un licenciement. C'est par exemple les ruptures amiables du contrat de travail dans le cadre d'un plan de départ volontaire, une rupture conventionnelle homologuée ou une rupture conventionnelle collective. De même, le remboursement des allocations ne sera plus exigé en cas de licenciement pour motif économique qui intervient dans le cadre d'une dégradation des perspectives d'activité que vous aviez noté dans votre accord APLD et qui est constaté par des éléments chiffrés. Donc, dans ce cadre-là, le remboursement ne sera pas exigible. Bien évidemment, il faudra pouvoir le justifier. De mémoire, je rappelle également que le remboursement n'est pas non plus exigible s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. Alors, on a plusieurs projets de décret qui sont en cours de réflexion et d'analyse concernant l'activité partielle. Et s'agissant de l'APLD, le projet de décret prévoit que si une entreprise est dispensée du remboursement des aides dans les cas qu'on vient d'énoncer, vous seriez tenu d'en informer les syndicats signataires de l'accord et les instances représentatives du personnel. Je reviens rapidement sur l'APLD. À ce jour, les négociations de branche sur ce sujet sont toujours en cours. La dernière réunion a eu lieu le 14 octobre, la prochaine le 10 novembre. On a beaucoup d'entreprises qui, compte tenu du contexte, ont décidé de négocier leur propre accord.
Dans ce cadre, je rappelle que nous avons mis en ligne une fiche pratique et une trame d'accord APLD sur le site Internet. Autre point important, sachez que les directs incitent les entreprises à les solliciter en amont de la signature de leur accord, et ce afin de pouvoir faciliter, simplifier et accélérer, le cas échéant, la validation de l'accord. Donc, on a plusieurs entreprises qui ont procédé de cette manière et qui ont d'ores et déjà obtenu l'accord préalable tacite d'une validation ultérieure de la directe. Donc, n'hésitez vraiment pas, ils ont été très mobilisés par le ministère pour justement accompagner les entreprises dans le cadre de ce nouveau dispositif. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les retouches apportées au dispositif de l'APLD. Autre disposition, l'activité partielle de droit commun. Là encore, le pendant pour l'APLD, on retrouve la même chose pour les allocations d'activité partielle de droit commun, puisque je rappelle que le décret du 25 septembre 2020 a prolongé jusqu'au 31 octobre le taux horaire de l'activité partielle à 60% de la rémunération horaire brute. Initialement, au 1er octobre, on aurait dû rebasculer sur un régime moins favorable. Suite aux annonces du gouvernement, le décret est venu traduire cette prolongation. En toute hypothèse, le nouveau système d'activité partielle de droit commun devrait donc entrer en vigueur à compter du 1er novembre prochain. Le projet de décret prévoit pour l'heure un taux d'allocation à 36% pour les entreprises, ce qui est quand même une baisse assez significative du taux d'allocation d'activité partielle reversé à l'entreprise. Autre point issu de dispositions du décret, c'est le délai d'acceptation tacite qui repasse à 15 jours pour l'activité partielle de droit commun, puisque rappelez-vous que dans le cadre du régime exceptionnel d'activité partielle qui a été mis en place au printemps dernier, il a été prévu que les demandes de placement en activité partielle étaient tacitement acceptées en l'absence de réponse dans les 2 jours. Eh bien, le décret du 29 septembre 2020 relatif à l'APLD est venu supprimer cette dérogation à compter du 1er octobre. On en revient donc à la règle de base, selon laquelle le silence de l'administration vaut accord au bout de 15 jours à compter de la réception de la demande. Autre point qui a pu poser beaucoup de questions et qui en pose encore, le dispositif de garde d'enfants, puisque le dispositif a été réactivé officiellement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de texte, c'est toujours la difficulté qu'on peut avoir. Néanmoins, en raison de la multiplication des fermetures de classes qui ont pu avoir lieu depuis le début du mois de septembre, le gouvernement avait réfléchi à différentes mesures qui auraient pu être mises en place dans ce cadre-là. Un congé parental, un arrêt maladie avaient été évoqués. Finalement, le gouvernement a décidé de reconduire le dispositif d'activité partielle qui avait été appliqué en mai et en juin dernier. Dans ce cadre, les parents qui sont contraints de garder leur enfant, toujours de moins de 16 ans ou handicapés, et qui ne pourraient télétravailler, j'insiste, c'est sous réserve de ne pouvoir télétravailler, peuvent depuis le 1er septembre être placés en activité partielle déclarée par l'entreprise et être indemnisés à ce titre. Pour ce faire, le salarié doit bien évidemment remettre un justificatif qui atteste de la fermeture de l'établissement d'accueil, de la classe ou de la section de l'enfant selon les cas, ou bien, si ce n'est pas le cas, un document de l'assurance maladie attestant que l'enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter les mesures d'isolement. Vous devez conserver ces justificatifs et ils pourront vous être demandés en cas de contrôle de l'administration. Ces documents doivent être accompagnés d'une attestation sur l'honneur rédigée par le salarié indiquant qu'il est le seul des 2 parents demandant à bénéficier d'un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant. Pour mémoire, le salarié perçoit une indemnité équivalente à 70% de son salaire antérieur brut. Le question-réponse du ministère prévoit que jusqu'au 31 octobre, on est donc sur cette mesure d'activité partielle. Et à partir du 1er novembre, contrairement à ce qui est prévu pour l'activité partielle de droit commun,
l'employeur percevra alors une allocation équivalente à 60% du salaire antérieur brut du salarié et pas 36% comme ce qui est évoqué dans le cadre du décret sur l'activité partielle de droit commun. Vous pouvez retrouver ces dispositions dans le cadre du question-réponse du ministère du Travail et dans la fiche dédiée également en ligne sur le site du ministère. Je continue sur les mesures dérogatoires et le coup de théâtre suite à la décision du Conseil d'État de début de semaine pour les personnes vulnérables. Puisque pour mémoire, je vous retrace un petit peu l'historique, souvenez-vous, c'est la loi du 25 avril 2020 qui a prévu le placement en activité partielle des personnes vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d'infection au Covid, ainsi que des salariés qui pourraient partager le même domicile que ces personnes. Ça, c'est le cadre légal. On a le décret du 5 mai 2020 qui est venu donner une définition de ce qu'était une vulnérabilité. Donc, on avait tout un tas de pathologies cardiaques, d'obésité, tout un listing qui finalement regroupait 11 situations. On a un nouveau décret du 29 août 2020 qui est venu restreindre l'éligibilité de ce dispositif à seulement 4 situations et qui ne s'applique plus aux salariés qui partagent le même domicile qu'une personne vulnérable. Tout ça, évidemment, à compter du 1er septembre. Mais c'était sans compter la saisine en référé du Conseil d'État par la Ligue nationale contre l'obésité, qui a soulevé effectivement la difficulté que le Conseil d'État a reconnue, selon laquelle les nouveaux critères de vulnérabilité plus restreints n'étaient pas suffisamment cohérents. Dans ce cadre, le juge des référés du Conseil d'État a donc prononcé la suspension des articles du décret du 29 août 2020 qui restreignait finalement à seulement 4 situations la vulnérabilité. Et dès lors, la conclusion, c'est qu'en l'absence d'une nouvelle précision du Premier ministre, les anciens critères retenus, donc les 11 critères retenus par le décret du 5 mai 2020, s'appliquent à nouveau. Alors, nul doute que le gouvernement est déjà en train de probablement réfléchir à une redéfinition de la liste des personnes vulnérables éligibles à l'activité partielle, probablement dans un sens plus restrictif comme il l'avait fait par le décret du 29 août 2020, mais en suivant les consignes de cohérence et les préconisations du Conseil d'État. Donc, pour l'heure, faute de nouveaux textes, on retombe sur la définition de la vulnérabilité du décret du 5 mai 2020 qui définit 11 situations particulières. Avant de changer de sujet et de passer aux dispositions relatives au protocole sanitaire, un petit récapitulatif des taux de prise en charge d'activité partielle de droit commun d'APLD et les évolutions qui sont envisagées aujourd'hui. J'insiste sur le point selon lequel on a toujours des attentes de décret. Donc, les projets sont en cours. Il est possible qu'ils sortent d'ici quelques jours, demain, après-demain ou d'ici plus tard. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une projection de ce qu'on connaît et de ce qui est en cours de négociation. Donc, la colonne à gauche relève vraiment de l'activité partielle de droit commun aujourd'hui et telle qu'elle est jusqu'au 31 octobre. Vous avez le projet de décret d'activité partielle de droit commun qui envisage une durée de 3 mois renouvelable, maximum 6 mois. Donc, on ampute quand même considérablement le dispositif qui était mis en place jusqu'à présent. Une indemnité d'activité partielle pour le salarié qui passe à 60% au lieu de 70%. Et surtout, l'allocation d'activité partielle de droit commun qui aujourd'hui est versée à l'entreprise à hauteur de 60% de la rémunération ou 70% dans les secteurs les plus touchés qui sont le tourisme, la restauration, à 36% de la rémunération. Donc, on risque de retomber sur les taux qui pouvaient exister avant l'épidémie. S'agissant de la PLD, alors on n'est pas à l'abri que des dispositions changent puisque dans le cadre du projet de décret, il est prévu que le remboursement de l'employeur serait au moins égal à celui de l'activité partielle de droit commun. Alors, droit commun pour les secteurs protégés, puisque dans l'absolu, on ne sera pas sur les mêmes mesures. Également,
on a un nouveau projet de décret qui doit finalement réguler l'activité partielle et réglementer plus particulièrement l'activité partielle garde d'enfants et personnes vulnérables à partir du 1er novembre, qui sera celle qui est applicable aujourd'hui pour l'activité partielle de droit commun, mais donc différente de l'activité partielle de droit commun future, puisque le projet de décret prévoit que pour l'activité partielle garde d'enfants et personnes vulnérables, à partir du 1er novembre, le salarié percevrait 70% de la rémunération brute de référence et l'entreprise percevra 60% de la rémunération horaire de référence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les mesures relatives à l'activité partielle. Il est bien évident qu'on vous tient au courant de toutes les nouveautés qui pourraient intervenir d'ici là et nul doute que ce sera également repris au cours du prochain webinaire. Je vais maintenant passer aux mesures sanitaires mises en place, puisque là encore, suite à la nouvelle réactivation de l'état d'urgence sanitaire, le protocole sanitaire mis à jour déjà le 1er septembre et le 17 septembre dernier fait l'objet d'une nouvelle mise à jour le 16 octobre 2020. Alors, globalement, on y retrouve à peu près les mêmes choses. Les modifications sont très à la marge. Vous pouvez retrouver le protocole sanitaire en ligne sur le site du ministère sur le lien qui vous est donné sur le support. Il maintient le port du masque obligatoire et aucune dérogation dans les espaces collectifs clos dans les zones où le couvre-feu est appliqué. Il est demandé aux entreprises, et ce dans le cadre d'un dialogue social, comme ça a pu être le cas sur la mise en place du masque obligatoire à compter du 1er septembre, de définir dans les zones soumises à couvre-feu un nombre minimal de jours de travail par semaine pour les postes évidemment qui le permettent, mais également d'étaler les arrivées et les départs dans les zones soumises également à couvre-feu, et ce afin de réguler les flux. Une attention toujours particulière est apportée aux personnes à risque de forme grave. Également, nous sommes dans l'attente en matière de restauration collective d'une nouvelle fiche pratique qui devrait être annexée au protocole sanitaire. Et vous l'avez certainement mis en place depuis la fin de semaine dernière, l'attestation dérogatoire pour les déplacements professionnels pendant le couvre-feu et le justificatif employeur à prévoir. Juste une petite info de dernière minute, on s'est tous déjà posé la question de quelle est la valeur du protocole sanitaire ou des questions-réponses. Eh bien, le Conseil d'État, saisi sur ce sujet, est venu effectivement préciser ce que tout le monde s'accordait à dire, c'est-à-dire que le protocole sanitaire qui est destiné aux entreprises n'est qu'un ensemble de recommandations pour l'obligation de sécurité de l'employeur. Néanmoins, s'agissant du port du masque en continu, au vu des différents avis scientifiques, ça reste la mesure pertinente pour assurer la sécurité des salariés et des personnes. Donc, le recours a été rejeté, mais effectivement, la petite confirmation qu'on pouvait y voir, c'est que c'est une recommandation, néanmoins, une recommandation que la logique impose et que la santé impose. Voilà la petite dernière nouveauté, qui finalement n'en est pas vraiment une, sur les attestations de déplacement couvre-feu, puisque pour faire face à la situation sanitaire, l'Île-de-France et 8 autres métropoles aujourd'hui finalement qui risquent finalement de s'étendre à d'autres villes et régions que celles qui sont pour l'heure fixées, Aix, Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Le couvre-feu est mis en place de 21h à 6h. Pour ce faire, le ministère de l'Intérieur a mis en place 2 attestations téléchargeables sur son site. L'attestation de déplacement dérogatoire qui prévoit lesquelles il est possible de déroger au couvre-feu de 21h à 6h. On y retrouve finalement les mêmes dispositions qu'on pouvait trouver dans l'attestation de déplacement durant le confinement et également une attestation justificative de déplacement professionnel qui est établie par l'entreprise pour justifier les déplacements professionnels d'un salarié, qu'il s'agisse du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ou des déplacements entre les différents lieux de travail. Il n'est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus du justificatif de déplacement professionnel,
de l'attestation de déplacement dérogatoire dont on vient de parler précédemment. Également, à titre indicatif, sachez que le ministère du Travail et la CPAM se sont associés pour rédiger un guide qui est un recueil de conseils et de bonnes pratiques au travail à destination des entreprises, qui répond à toutes sortes de questions, toutes les questions que vous pouvez vous poser quotidiennement. Comment je préviens les risques de contamination? Qu'est-ce que je dois faire si j'ai un salarié qui est malade, qui est testé positif? Eh bien, tout ça, notamment la page 12, vous avez la marche à suivre. Donc, vous pouvez télécharger ce guide à l'adresse que nous vous avons indiquée sur la diapo. Voilà, c'est à titre indicatif pour vous permettre d'avoir les informations. Alors, je reviens sur les cas contacts qui ne peuvent pas télétravailler, puisque une des dernières nouveautés, c'est la mise en place d'un nouveau service de déclaration en ligne d'arrêt de travail dérogatoire. Dans un communiqué de presse du 2 octobre, là encore, nous n'avons pas d'autre texte, le ministre de la Santé avait annoncé qu'à compter du 3 octobre, les personnes qui sont appelées par l'assurance maladie parce qu'ils sont cas contact et qui ne peuvent télétravailler peuvent procéder elles-mêmes à une demande directe sur le site amélie.fr. Pour ce faire, les conditions à remplir, c'est avant tout d'être identifié comme cas contact à risque par la CPAM. Ne pas être en mesure de télétravailler. Il faudra faire la déclaration sur le site déclare.amélie.fr. Le communiqué prévoit également la durée de l'arrêt. Sur l'indemnisation, alors ça pose effectivement un certain nombre de questions puisque le ministre de la Santé a indiqué qu'aucun jour de carence ne sera appliqué à la personne cas contact qui obtiendra un arrêt de travail dérogatoire via ce nouveau téléservice de l'assurance maladie. Un décret doit en principe venir préciser ce point puisque je tiens à rappeler que jusqu'au 10 octobre 2020, les arrêts de travail cas contact ouvraient droit aux indemnités journalières de sécurité sociale sans application du délai de carence de 3 jours et à l'indemnisation complémentaire employeur prévue par le Code du travail sans application du délai de carence de 7 jours et sans avoir à remplir la condition d'ancienneté requise. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre. Le décret est donc arrivé à expiration. Nous avons ce communiqué de presse du ministre, mais rien d'autre. Donc, effectivement, un décret doit probablement venir préciser ce point. Également, l'état d'urgence sanitaire ayant été réactivé, on a également souvent la question, mais quid est-ce qu'on retombe sur les dispositions applicables durant l'état d'urgence? Quid du délai de carence? Eh bien, à ce jour, là encore, nous n'avons pas d'autres décrets sur le sujet. Donc, pour l'instant, pour tout ce qui est autre arrêt que cas contact, alors on est toujours dans l'attente, mais effectivement, c'est toujours les questions qu'on se pose. Donc, bon, on est le 22 octobre, on peut espérer avoir un décret assez rapidement qui mettra fin finalement aux incertitudes et aux questionnements qu'on peut avoir actuellement. Voilà pour ce qui est des mesures sanitaires. Peut-être un peu plus légèrement, tout ce qui est formation professionnelle, on tenait juste à vous rappeler que, pour mémoire, on a une ordonnance de 1er avril 2020 qui a adapté les dispositions relatives à l'entretien pro pour faire face aux conséquences économiques liées au Covid. Elle a donc opéré 2 adaptations majeures. Elle a reporté l'entretien professionnel qui fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel au plus tard au 31 décembre 2020. Je vous rappelle que, effectivement, sans cette ordonnance, pour les salariés qui étaient présents dans l'entreprise en mars 2014, vous étiez tenu d'avoir fait les 3 entretiens professionnels, plus l'entretien d'état des lieux récapitulatif du parcours pro du salarié, avant le 7 mars 2020. Covid oblige, on a eu un report jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, la date butoir approche, pensez-y. Sachez qu'également, en plus de l'adaptation liée au report de l'état des lieux, il y a eu une suspension des obligations liées à l'abondement correctif pour l'année 2020.
Tous ces éléments, vous les retrouvez dans un question-réponse du ministère relatif à l'entretien pro, mis à jour le 20 mai. Vous pouvez le télécharger via le lien que vous avez sur le support. Et puis, s'agissant de la formation, juste un petit rappel. Rappelez-vous, en décembre 2014, janvier 2015, vous avez dû remettre une attestation des droits à DIF à vos salariés qui faisait état de leurs droits acquis et non utilisés à cette date. Pour pouvoir, ils sont censés les avoir reportés sur leur CPF. J'attire l'attention sur le fait que si ces heures ne sont pas reportées par les salariés avant le 31 décembre 2020, les heures de DIF acquises et non utilisées seront perdues. Donc, il est donc important que chacun puisse inscrire ses droits sur son CPF afin de ne pas perdre ces heures-là, sachant que ces heures sont converties, comme les heures de CPF, en euros. Avant de laisser la parole à Mounira, je vais aborder rapidement l'aide à l'embauche d'un travailleur handicapé, puisque dans la lignée des aides exceptionnelles à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un alternant, le gouvernement vient de mettre en place une aide exceptionnelle à l'embauche d'un travailleur handicapé qui est calée finalement sur ce qui se pratique pour l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Bon, il faut effectivement que le salarié embauché soit reconnu travailleur handicapé. Il y a des conditions de rémunération. Le contrat doit être signé entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Le poste ne doit pas avoir fait l'objet d'un licenciement économique depuis le 1er janvier de cette année. Le salarié ne doit pas être présent dans l'effectif au 1er septembre 2020 sur un contrat non concerné par cette aide. Donc, on retrouve quand même globalement la même logique que pour l'aide à l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans. L'aide est gérée par l'ASP. Elle est d'un montant maximum de 4 000 € par salarié. Elle est versée à la fin de chaque trimestre pendant 1 an maximum. La demande d'aide ne pourra s'effectuer en ligne qu'à partir du 4 janvier 2021. Via l'ASP. Là encore, aujourd'hui, le ministère du Travail vient de mettre en ligne un question-réponse sur ce sujet. N'hésitez pas à aller le consulter et puis je rentre pas plus dans le détail. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra sans souci. À titre indicatif, sans revenir sur l'aide allouée au titre de l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans ou l'aide à l'alternance, sachez que le ministère du Travail, depuis notre dernier webinaire, a publié 2 questions-réponses qui globalement apportent un certain nombre de précisions sur les dispositifs. Là encore, vous retrouverez les liens sur le support. J'en ai fini pour cette actualité. Je vais passer la parole à Mounira. Merci Aurore. Alors, pour ma part, je vais commencer par vous parler de la dématérialisation obligatoire du taux accident du travail et maladie professionnelle. Donc, pour rappel, le compte ATMP donne accès en ligne à de nombreuses informations telles que le suivi des taux de cotisation ATMP notifiés, le détail de leur calcul ou encore le point sur les sinistres récemment reconnus dans l'entreprise. Donc, toutes les entreprises du régime général de la sécurité sociale peuvent ouvrir un compte ATMP. Toutefois, depuis janvier 2021, il existe une obligation pour les entreprises de plus de 149 salariés d'ouvrir un compte. Donc, cette obligation sera d'ailleurs étendue aux entreprises d'au moins 10 salariés. Il suffira à ces entreprises d'ouvrir un compte ATMP sur le site que nous vous avons indiqué sur notre support avant le 1er décembre 2020 pour remplir cette obligation. À savoir également que cette obligation est assortie de pénalités qui varient en fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc, pour plus d'informations, on vous renvoie sur le site d'amélie.fr. Donc, il s'agira maintenant d'évoquer plusieurs congés dont la pleine application nécessitait des décrets d'application ou notamment un congé issu de projets de texte à venir. Donc, tout d'abord, pour le congé de deuil, la loi du 8 août 2020 qui vise à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant précise que les salariés ayant été touchés par la mort d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans ont droit, dans le cadre des congés pour événements familiaux, à 7 jours. Pour rappel, la Convention collective nationale de la plasturgie prévoit pour le décès de son enfant ou de l'un de ses enfants
un congé pour événement familial de 5 jours. Néanmoins, au 1er juillet 2020, les salariés entrant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 2020 que je viens de vous citer ont droit à 2 jours supplémentaires. Ce congé pour événement familial est complété par un congé spécifique supplémentaire nommé congé de deuil de 8 jours. Donc soit un congé de 15 jours après cumul du congé pour événement familial et du congé de deuil. Donc le décret du 8 octobre 2020 est venu préciser les modalités de fractionnement du congé institué par la loi. Donc ce congé de deuil doit être pris dans un délai d'1 an à compter de la date du décès de l'enfant et peut être fractionné dans la limite de 2 périodes d'une durée au moins égale à 1 journée. Les dispositions de ce décret sont applicables pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, mais seulement pour les congés pris à compter du 10 octobre 2020. Ensuite, s'agissant du congé de présence parentale, donc pour rappel, tout salarié, quelle que soit son ancienneté, dans l'enfant à charge donc de plus de 16 ans ou de 20 ans dans certains cas, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale. À savoir que selon le Code du travail, ce congé de présence parentale est attribué pour une durée maximale de 310 jours dans un délai maximum de 3 ans. Le décret du 1er octobre 2020 est venu préciser, d'une part, le salarié bénéficiant de ce congé peut prétendre au versement de l'allocation journalière de présence parentale et d'autre part, que le congé peut, en accord avec l'employeur, être pris en jours fractionnés ou être transformé en période d'activité à temps partiel. Ensuite, s'agissant du congé de proche aidant, donc pour rappel encore une fois, le congé de proche aidant permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Donc ce congé est accessible sous condition. Il faut avoir un lien familial ou un lien étroit avec la personne aidée et cette personne aidée doit résider en France. Également, ce congé ne peut être pris que pour une durée de maximum 3 mois renouvelable dans la limite d'1 an pour l'ensemble de la carrière du salarié. Et avant la loi de financement de sécurité sociale pour 2020, un salarié devait justifier d'1 an d'ancienneté pour avoir droit à ce congé, mais cette condition est désormais supprimée, tout salarié y a droit. Également, la loi de financement de sécurité sociale instaure une indemnité journalière pour ce type de congé. Et le décret d'application en date du 1er octobre 2020 est venu préciser les modalités de cette indemnité journalière et également les modalités d'ouverture de droit à cette allocation avec notamment les pièces justificatives à fournir. En outre, ce même décret prévoit la possibilité de prendre ce congé par demi-journée alors qu'avant il était seulement possible de le prendre par journée complète. Pour finir sur une note un peu plus positive, le congé paternité, donc parmi les mesures phares du plan de loi de financement de sécurité sociale pour 2021 figure l'allongement du congé paternité. Donc, pour rappel, ce congé est ouvert au conjoint salarié de la mère de l'enfant ou à la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle. À ce titre, le nouveau père bénéficie de 3 jours de congé de naissance et 11 jours de congé paternité d'accueil de l'enfant. Ces congés accumulés donnent un total de 14 jours. Le projet de loi envisage un allongement du congé paternité, donc on passerait donc de 14 jours à 25 jours. Actuellement, le congé de naissance est financé en totalité par l'employeur, soit 3 jours, et le congé paternité est financé en totalité par la sécurité sociale, soit 11 jours. Le projet de loi prévoyant une prise en charge inchangée pour l'employeur, donc 3 jours au titre du congé de naissance, et le congé paternité, lui, passerait de 11 jours à 25 jours et sera entièrement financé par la sécurité sociale. Le projet de loi envisage également une part obligatoire pour ce nouveau congé qui sera de 7 jours. Et à savoir qu'une amende de 7 500 € est envisagée pour contraindre les entreprises à respecter ce nouveau droit. Les contours de l'ensemble du dispositif figureront dans un texte soumis au Parlement au début de l'année 2021. Et la mesure devrait entrer en vigueur en juillet 2021 et ces dispositions s'appliqueraient aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 30 juin 2021. Alors maintenant, je vais vous parler de 2 arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Donc, il s'agira de tout d'abord vous parler d'un arrêt où la Cour de cassation s'est prononcée sur la consultation du CSE et l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Donc, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2017, l'obligation de consulter le CSE sur les propositions de reclassement d'un salarié atteint d'une inaptitude professionnelle a été étendue à l'inaptitude non professionnelle. Dans cette dernière hypothèse, la loi travail de 2016 n'avait pas prévu de sanctions applicables à la méconnaissance de cette obligation. La Cour de cassation précise dans son arrêt du 30 septembre 2020 que cette méconnaissance prive le licenciement de causes réelles et sérieuses. La Cour rappelle par ailleurs que si aucune forme particulière n'est requise pour recueillir cet avis, reste que cette consultation s'impose même en l'absence de proposition de reclassement lorsque la recherche s'est avérée sans résultat. Je vous précise néanmoins que lorsque le médecin du travail coche l'une des 2 cases prévoyant la dispense de reclassement, en principe, il n'y a pas de consultation du CSE. Ensuite, je vais finir par vous parler de l'évolution de la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur la preuve rapportée d'un compte privé d'un salarié, d'un compte privé Facebook d'un salarié. Alors, par principe, à la question de savoir si les informations issues du compte Facebook d'un salarié, quand il est restreint à certaines personnes seulement, donc quand il est privé, peuvent être utilisées comme mode de preuve contre lui par un employeur, la Cour de cassation répondait par la négative en vertu du principe du respect à la vie privée. Il fallait donc distinguer la preuve ramenée du compte public d'un salarié qui était licite et la preuve ramenée du compte privé du salarié qui était illicite. La Cour de cassation vient cependant apporter une nuance dans un arrêt du 30 septembre 2020. Donc, la Cour juge que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Donc, pour illustrer ces propos, il s'agissait dans ce cas d'espèce d'une salariée qui travaillait dans une grande enseigne de prêt-à-porter, pour ne pas la citer, c'était Petit Bateau, qui avait publié sur son compte privé Facebook des photos de la nouvelle collection non encore commercialisée. Et à ce titre, l'employeur a pu démontrer son préjudice et obtenir de la Cour de cassation la reconnaissance de ce document comme moyen de preuve. Donc cet arrêt est inédit parce que pour la première fois, la Cour de cassation admet que l'employeur se prévale d'informations extraites d'un compte privé Facebook au soutien du licenciement d'un salarié. Donc sans nier l'atteinte à la vie privée, la Cour admet cette entorse sous réserve de 3 conditions cumulatives. Donc tout d'abord que les éléments de preuve aient été recueillis loyalement, que l'atteinte à la vie privée soit proportionnée au but poursuivi par l'employeur et que la production des éléments soit indispensable à l'exercice du droit de la preuve. Donc voilà pour les arrêts. Donc on vous remercie pour votre attention. Avant de répondre à quelques questions, on vous informe que votre prochain webinaire du service social aura lieu le 19 novembre à 14 h et il sera consacré au Covid-19 et au décryptage des dernières mesures en droit du travail. Donc on va maintenant répondre à quelques questions. Mais rassurez-vous, donc comme l'a dit Aurore tout à l'heure, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous par email comme on fait d'habitude. J'essaie d'agrandir. Si tu fais là. Non, ça va tout. Hop. Ah oui. Alors, a priori, le son fonctionnait pour tout le monde. Peut-être que c'est un problème en interne. Alors, OK. Sur la gestion des arrêts maladie, un salarié qui est cas contact puis cas positif, comment doit-on le prendre en charge? Carence garantie. Pour les cas contacts, seuls les arrêts via juridique, la remise pour le maintien de salaire. Alors, en fait, c'est la difficulté, c'est que pour les cas contacts, aujourd'hui, le dernier décret donnait les dispositions jusqu'au 10 octobre et on n'a pas de nouveau décret sur ce point. Donc, on manquera pas de revenir vers vous pour vous tenir informés. Alors, j'avoue que là, alors les liens PDF ne semblent
Alors, a priori, il y a peut-être un petit problème sur les liens PDF, donc je revérifierai et on vous renverra de toute façon le support et il sera en ligne d'ici demain, je pense. Donc, non, le port du masque ne devient pas obligatoire dans les bureaux individuels, même dans les lieux, enfin même dans les villes où le couvre-feu est mis en place. Hein, c'est alors c'est vrai que le ministère ne met jamais en jaune les modifications apportées au protocole sanitaire, mais ça fait pas partie du tout des modifications. Oui, alors sur l'activité partielle et la garde d'enfants, c'est la difficulté. Alors, c'était déjà le cas au mois de juin. On a des entreprises qui n'avaient pas recours à l'activité partielle liée finalement à l'activité, mais effectivement, il faut quand même faire une demande d'activité partielle pour tout ce qui est garde d'enfants et personnes vulnérables. Donc, en principe, il faut ouvrir un dossier. Il me semble de mémoire qu'il y a quand même une case à cocher, mais oui, ça implique effectivement de faire la demande. Donc après, il y a beaucoup de questions individuelles sur des cas particuliers. Donc là-dessus, on fera des réponses individuelles également. Juste, effectivement, je vois qu'a priori, il y a un petit problème dans un lien, donc il n'y a pas de souci, on va vérifier ça et puis on mettra en ligne la version avec les liens. Alors effectivement, normalement, ça avait été vérifié, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une petite coquille, donc il n'y a pas de souci, on a bien noté tout ça. Sur les contraintes supplémentaires pour la PLD par rapport à l'activité de droit commun, en fait, on va parvenir sur le régime d'activité partielle qu'on avait développé déjà dans le dernier webinaire du mois de septembre. Donc, dans l'absolu, la PLD, ça va impliquer la signature d'un accord ou d'une décision unilatérale si on a un accord de branche. Pour l'heure, ce n'est pas le cas dans la place Surgy. Des contraintes et des engagements sont nécessaires dans le cadre de l'accord, des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle. Donc effectivement, là-dessus, je vous invite à reprendre notre fiche pratique qui est en ligne et puis à surtout pas hésiter de m'appeler. Il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous refaire un point sur la PLD versus activité partielle de droit commun. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des principales questions. Pour les questions individuelles, celles-ci étant individuelles, on y répondra par mail de manière individuelle. Et puis, on a bien noté vérifier certains liens et faire les corrections nécessaires si besoin. Donc, écoutez, on vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité, puisque vous étiez encore très nombreux à vous être connectés aujourd'hui. Vous êtes près de 200. Donc, merci. Voilà, merci à vous. Et puis, au mois prochain. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.